Dobar večer svima. Evo, čast mi je da vas u ime našega sveučilišta mogu pozdraviti na ovoj večeri koja je evo doista posebna jer imamo prigodu čuti evo predstavnika jedne velike europske vladarske obitelji, kao što znate, Habsburga, i čast mi je da večeras mogu pozdraviti među nama nadvojvodu Rudolfa Austrijskog. Votre Altesse, bienvenue, nous avons un très grand honneur de vous accueillir ici dans notre jeune et petite encore Université catholique de Croatie. Evo, naš večerašnji predavač o temi znate, možda evo, ja mislim svi zapravo i znate i ne treba govoriti o Habsburzima, ali eto možda par riječi o našem večerašnjem predavaču nadvojvodi Rudolfu Austrijskom. On je rođen u Belgiji i ima, kao što je evo i priliči jednoj, ako možemo reći, Habsburškoj dinastiji, ima 3 državljanstva, austrijsko, mađarsko i belgijsko. On je pohađao evo isto jedno katoličko sveučilište, doduše puno starije i glasovitije od našega, a to je katoličko sveučilište Louvain u Belgiji. I tamo je završio svoje studije koje je kasnije još usavršavao u Francuskoj i u New Yorku, u Sjedinjenim Američkim Državama. Profesionalno je njegova aktivnost vezana uglavnom uz bankarski sektor i znači on je specijalist za financije u nizu banaka u Europi i u Kanadi. U zadnje vrijeme, u okviru njegovog bogatog profesionalnog života, on je posvećen od 1985. godine bankarskom poslu u Švicarskoj konfederaciji i odatle nam dolazi iz Fribura. Paralelno je imao i razne dužnosti u visokoj administraciji, u raznim društvima, pa evo imajući u vidu naše evo specifično opet katoličko obilježje sveučilišta, možda od toga da istaknem da je predsjedavao i odnosno da je predsjednik jedne fundacije biblijske baštine. Ima brojne svoje hobije i malo prije na njih pričao da je u okviru svojih hobija bio i na nekom interesantnom lovu u Hrvatskoj. Vjerujem da ćemo biti evo zbilja svi oduševljeni sa temom koju je on izabrao, jer ta tema je dijelom vezana uz povijest, prema tome vezana je i interesantna je, prednijevam i našim povjesničarima 19. i 20. stoljeća, jer se odnosi na brak njegovoga djeda i njegove bake, posljednjeg austrijskog cara i evo hrvatskog kralja, posljednje austrijske carice i hrvatske kraljice, Karla i Zite, i zapravo, ali njegovo će predavanje i nadići sami taj povijesni aspekt, što je vidljivo i u naslovu Primjer za naše doba, obitelji, primjer za naše doba, i vjerujem da on će u tradiciji mitteleuropskoj na najbolji način predočiti ono da je, što se makar nadamo, da je historia magistra vitae. Monseigneur, à vous la parole. Je vais parler en français. Dobra večer. La vie de l'empereur et de l'impératrice
sont absolument indissociables de leur foi. Peu de temps avant la mort de Charles, il disait à son épouse: « Toujours et en toutes choses, je m'applique à reconnaître aussi clairement que possible la volonté de Dieu et ensuite à la suivre aussi complètement que possible. » Et c'est justement cette soumission à la volonté de Dieu qui fait de lui un chef d'État exceptionnel malgré l'un des règnes les plus courts de l'histoire. C'est à une succession d'événements incroyables qu'il doit le fait d'assumer cette lourde charge. On pourrait aussi penser que la Providence avait un plan pour lui. Si l'on considère la prophétie faite par le pape Pie X à ma grand-mère en 1911 lors de sa visite officielle au Vatican. Zita s'était en effet rendu à Rome avec sa famille pour mettre son mariage à venir sous la bénédiction du Saint-Père. Et elle m'a raconté l'histoire suivante. Le pape Pie X lui accorda une seconde audience privée avec sa mère, la duchesse de Parme, et lui dit: « Vous allez épouser l'héritier du trône. Je vous souhaite alors toutes les bénédictions. » Timidement, par 2 fois, Zita avait tenté de répliquer que son fiancé n'était pas l'héritier, puisque l'archiduc François Ferdinand devait succéder à François-Joseph. Mais elle m'a raconté, Pie X, en saisissant ses mains, avait insisté. Et je m'en réjouis infiniment, parce que Charles est la récompense que Dieu a réservée à votre famille et à l'Autriche pour tout ce qu'ils ont fait pour l'Église. Et puis il a rajouté: « Lorsque vous serez impératrice, il faudra tout faire avec Charles pour terminer la guerre. » Ça, c'était en 1911, 3 ans avant le début de la guerre 1914-1918. En sortant, ma grand-mère s'était alors adressée à sa mère et lui a dit: « Dieu merci, le pape n'est pas infaillible en matière de politique. » La duchesse de Parme était restée muette. Pensait-elle que le pape avait mesuré l'exact sens de ses propos? Alors, prophétie, peut-être bien. En tout cas, entre les 2 guerres, ma grand-mère versa cette anecdote au dossier de béatification de Pie X. L'archiduc Charles, mon grand-père, était né à Persenbeug, sur le Danube, le 17 août 1887. Dès l'âge de 4 ans, il se rendit compte des souffrances de personnes moins fortunées que lui et essaya de les aider. Il demanda aussi aux domestiques de sa maison de pouvoir travailler pour gagner de l'argent pour les pauvres. Il vendit ainsi aussi des fruits et des légumes pour en donner le prix de vente de ceux-ci. Il organisa aussi des loteries à leur bénéfice et donna même la plupart de ses habits, ce qui, même pour un archiduc, il n'était pas si nombreux que ça. Ma grand-mère avait comme père l'ultime duc régnant de Parme. Ayant eu 12 enfants de son premier mariage avec la princesse Maria Pia des 2 Siciles, au décès de son épouse, il se remaria avec la princesse Maria Antonia de Bragança, fille de Don Miguel, roi du Portugal. Celle-ci, donc mon arrière-grand-mère, était une femme forte, avec beaucoup de personnalité. Et elle donna également 12 enfants au duc de Parme, dont la petite Zita, qui naquit le 9 mai, donc aujourd'hui on est le 9 mai, 1892, à Pianore, en Toscane, près de Lucques.
Elle fut baptisée 2 jours plus tard et reçut le prénom de la patronne des domestiques et des serviteurs, dont l'exemple la marqua. Le duc et la duchesse de Parme étaient profondément croyants et transmettaient leur piété à leur entourage. D'ailleurs, 3 de leurs filles entreront dans les ordres et l'attention du couple pour les plus faibles sera constante. En fait, 6 enfants gravement handicapés vivront en permanence au milieu de la famille. Robert de Parme était cultivé, intelligent, grand lecteur et éduquait partiellement lui-même ses enfants, ce qui n'était pas courant à cette époque-là. À la maison, ils parleront 6 langues. Le français le lundi, l'espagnol le mardi, l'italien le mercredi, l'allemand le jeudi, le portugais le vendredi, l'anglais le samedi, et le dimanche était congé. Lire, chanter, jouer d'un instrument, jouer des pièces de théâtre, pratiquer un sport, discuter de politique et d'art étaient des occupations quotidiennes. Cela n'excluait évidemment pas les œuvres charitables. Ma grand-mère avait reçu une machine à coudre et pendant ses vacances à Pianore, elle cousait avec ses sœurs des habits pour les pauvres qu'elle visitait avec sa mère et surtout sa sœur Francisca. Elle suivit ainsi l'exemple de sa sainte patronne, Sainte Zita, qui disait « Les mains au travail et le cœur à Dieu ». Bref, ce fut pour ma grand-mère, le 17e enfant du duc et de la duchesse de Parme, une jeunesse heureuse au sein d'une famille où l'on rencontrait beaucoup de cousins partageant la même éducation et la même foi. De son côté, à 15 ans, Charles connaissait déjà beaucoup de poésie et d'extraits d'auteurs classiques de son époque en 6 langues, dont le latin. Charles a appris et parlé quasi toutes les langues de l'Empire sur lesquelles il devait un jour régner. Il pouvait travailler en 14 langues, en fait, dont le croate. Il se distinguait comme un très bon étudiant avec une mémoire exceptionnelle. Le professeur Braff, un de ses professeurs à Prague, a témoigné que c'était le meilleur étudiant qu'il ait eu et qu'on lui avait donné 2 fois plus de travail qu'aux autres étudiants, tant sa soif d'apprendre était grande. En 1909, ma marraine, parce que l'impératrice et reine Zita était aussi ma marraine, accompagna en Bohême une tante, l'archiduchesse Maria Annunziata, qui devait y suivre une cure. Un jeune archiduc, officier à Brandeis près de Prague, rendait de temps en temps visite à sa tante Maria Annunziata. Ce jeune lieutenant, en 2e place dans l'ordre de succession au trône, était, vous l'avez compris, Charles. De rencontre en rencontre, s'ébaucha entre ce jeune homme de 22 ans et la jeune fille de 17 ans, plus qu'une simple affection. De plus, l'empereur François-Joseph, en 1910, voulant assurer la continuité de la dynastie, puisque les enfants de l'archiduc François Ferdinand ne pouvaient pas régner puisqu'il avait fait un mariage morganatique, convoquant son petit-neveu. Et ça, il faut le comprendre avec l'ambiance de l'époque, ce que je vais dire maintenant. L'empereur a dit à mon grand-père, « Charles, il est temps pour toi de te chercher une épouse. Mais sache que ça doit être une princesse de sang royal ou impérial. Toute autre solution est exclue. » « Mais, Majesté, tenta-t-il de répondre, je te le répète, c'est un ordre. Tu as 6 mois devant toi. »
Alors, heureusement, il connaissait déjà ma grand-mère à ce moment-là. Et début 1911, Charles revit Zita à Vienne lorsque celle-ci fit son entrée dans le monde au bal de la cour. Et ils eurent même l'occasion de danser ensemble. Quelques mois plus tard, l'archiduchesse Marie-Thérèse organisa une nouvelle rencontre en Styrie, où Charles, lors d'une chasse, put se déclarer à Zita. Les fiançailles furent célébrées à Pianore, en Toscane, le 13 juin 1911, dans un cercle familial restreint. Fin juin, l'archiduc Charles représente l'empereur à Londres au couronnement du roi George V. Mais de là, il écrit régulièrement à sa fiancée, en finissant ses lettres par « Je t'embrasse et t'étreins dans un amour fidèle » ou « Éternellement à toi dans un amour fidèle ». De Londres, il écrit aussi, lors de ses fiançailles, au comte Wallis, qui était son ancien précepteur. Et il écrit, et la lettre a été retrouvée, « Je suis le plus heureux de tous les fiancés, car j'ai comme fiancée la meilleure des jeunes filles au monde. » Les fiancés firent une retraite à Mariazell, qui est le grand centre marial autrichien, et la veille de son mariage, Charles donna à sa future épouse la ligne de conduite de leur vie. « Maintenant, lui dit-il, il faut que nous nous épaulions mutuellement pour arriver au ciel. » Charles épousa le 21 octobre 1911 la princesse Zita de Bourbon-Parme. Beaucoup d'invités étaient présents, dont l'empereur François-Joseph. La sœur de ma grand-mère, la mère Maria Antonia, qui était religieuse à Solesmes en France, témoigne dans la Positio. Ce mariage était une harmonie complète, en options fondamentales et en pensée. Il régnait une confiance totale entre eux, sans secret. Et leur optimisme mutuel était augmenté par une confiance héroïque en Dieu et en sa volonté. Elle rajouta, il n'y a eu aucune ombre entre eux. Après leur voyage de noces, où ils sont passés d'ailleurs en Dalmatie, ils s'installeront à Hetzendorf, à côté de Vienne, et Charles reprendra alors ses activités. Charles et Zita exercent maintenant des activités de représentation au nom du souverain, et le couple conserve cependant une simplicité naturelle. En passant par tous les grades, ayant été caserné en différents pays, dont l'Autriche, la Bohême, la Pologne, Charles fut nommé au début de la Première Guerre mondiale dans le haut commandement de l'armée. Début 1916, il fut promu au grade de Feldmarschall, vice-amiral et commandant du corps d'armée. L'archiduc Charles ne fut pas impliqué politiquement dans le début de la guerre. L'empereur lui a dit, devant témoins, « Je vais devoir faire des choses pour lesquelles tu ne porteras pas la responsabilité. » Comme militaire, il était considéré comme un camarade loyal, un chef intelligent et un homme pieux. C'était un bon officier, une figure de père pour ses hommes. Lors de chaque inspection, il montait au front et faisait rapport à l'empereur de la situation exacte, bonne ou mauvaise. Alors tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui, en tout cas les historiens, que les vraies causes du déclenchement de la Première Guerre mondiale sont les nationalismes existants au début du XXe siècle, ainsi que le jeu des alliances. La cause ultime a été l'assassinat de l'archiduc héritier François Ferdinand et de son épouse à Sarajevo. L'empereur François-Joseph décède le 21 novembre 1916. Charles, devenu empereur, a hérité de la guerre avec la couronne. L'historien anglais Gordon Brooke Shepherd l'a résumé dans une formule expressive. Charles avait besoin de réformes pour imposer la paix, et il avait besoin de paix pour imposer des réformes. Avant de rajouter, le problème se révéla insoluble.
Zita devint à 24 ans impératrice et fut couronnée reine apostolique de Hongrie le 30 décembre 1916. Selon le témoignage de ma grand-mère, ce couronnement a été l'un des jours les plus importants de sa vie et de celle de son mari, car il était par l'onction, vous savez que l'onction royale est équivalente à celle d'un évêque. Elle donne une force spéciale au souverain pour servir. Donc il était par l'onction investi d'une mission, par l'Église, au nom de Dieu. Durant cette cérémonie et par son serment, tout le peuple lui était confié. Et il devait ainsi vivre pour lui, se sacrifier, prier et souffrir pour lui. Durant la cérémonie, selon la tradition, après celui du roi vient le sacre de la reine. Le roi se tourne vers le primat et dit « Éminence, nous vous prions de bénir l'épouse unie à nous devant Dieu et de la toucher avec la couronne royale pour la louange et la glorification de notre Seigneur Jésus-Christ. » Agenouillé, Zita bénéficie des mêmes onctions que Charles. L'évêque de Veszprém place sur sa tête la couronne fabriquée en 1867 pour la reine Élisabeth, que beaucoup connaissent mieux sous le nom de Sissi, pendant que le primat dépose la couronne de Saint-Étienne sur son épaule droite, allégorie de l'union du roi et de la reine, en disant « Reçois la couronne de la souveraineté afin que tu saches que tu es l'épouse du roi et que tu dois toujours prendre soin du peuple de Dieu. Plus haut tu es placé, plus tu dois être humble et rester en Jésus-Christ. » Chrétiens fervents, enfants soumis de l'Église, les deux souverains étaient pénétrés de la dimension mystique du sacre. Désormais, ils portaient devant Dieu la responsabilité de la Hongrie. Charles et Zita étaient un vrai couple et s'étaient jurés fidélité et soutien devant Dieu et devant les hommes, pour le meilleur et pour le pire. Le pire était à venir. Devenu empereur, Charles était très concerné par la vie même de ses soldats ainsi que par leurs conditions de vie. Il limogea immédiatement, devenu empereur, le feldmarschall Konrad von Hötzendorf, qui envoyait ses hommes à la boucherie. Il créa des maisons pour les soldats afin qu'ils puissent récupérer et acheter à bas prix des objets de première nécessité. Il supprima les maisons douteuses qui parfois suivent les armées. Il supprima le duel. Il supprima les punitions corporelles. Il créa un fonds pour les familles des soldats blessés ou tués. Il interdit l'emploi de gaz dans les tranchées. Il interdit le bombardement des populations civiles et des villes, et sauva ainsi entre autres la ville de Venise. Mais un militaire doit aussi être un stratège, et là les historiens sont aussi d'accord. Son sens de la stratégie a été un élément essentiel dans les victoires de l'Empire autrichien en Roumanie, ce qui arrêta l'avancée des troupes russes, ainsi que lors de l'offensive austro-hongroise sur le front italien à Folgaria. Mon grand-père était un militaire de carrière dans l'âme, mais il détestait la guerre. Et voyant en 1914 la jubilation de la population au déclenchement de la guerre, il dit à ma grand-mère « Je suis un officier, mais je ne comprends pas comment des gens qui voient partir leurs proches à la guerre puissent ainsi s'enthousiasmer. » D'ailleurs, son premier acte politique devenu empereur fut un manifeste, An meine Völker, à mes peuples, où il disait tout faire pour obtenir une paix honorable. Aucun homme ne peut justifier la guerre devant Dieu. Je vais l'arrêter aussi vite que possible. Comme les horreurs de la guerre continuaient, Charles coupa tout luxe dans ses palais. Les chevaux de la Hofburg à Vienne ainsi que les calèches furent mis à disposition des pauvres pour apporter de la nourriture et du charbon. Lui et sa famille ne mangeaient plus que du pain noir. Les officiers, eux, avaient encore du pain blanc. Les rations diminuaient pour eux comme pour les autres personnes de l'Empire. Souvent, l'empereur ne mangeait que 2 fois par jour de petites rations
une fois tôt le matin et parfois 18 heures plus tard, une fois le soir. Les seules vacances qu'il prit fut de voyager souvent avec l'impératrice Zita, voir ses sujets, les consoler, les encourager et chaque fois que possible faire des dons. De 1916 à 1918, en 2 ans de règne, Charles effectue 56 déplacements dans l'Empire austro-hongrois, dont 30 sur le front. Son chambellan, le prince de Lobkowitz, a calculé que ça représentait 110 000 km en train et 20 000 km en voiture ou à cheval, en s'imaginant le confort des voyages à cette époque-là. Zita suivit son mari 15 fois, dont 4 sur le front. Pour toute son action, Monseigneur Pfiffel, qui était le cardinal archevêque de Vienne, qualifia Zita d'ange gardien de tous ceux qui souffrent. Les efforts de l'empereur et du roi se sont traduits par les actions suivantes pour arriver à la paix. En faisant pression sur les Allemands et l'empereur Guillaume II pour faire la paix en position de force. En soutenant le pape Benoît XV, qui avait fait un appel à tous les dirigeants pour qu'ils fassent la paix. Et en essayant de diverses façons de contacter les alliés pour l'ouverture de négociations secrètes afin de trouver une solution pacifique à la guerre, entre autres en 1917, via ses beaux-frères, les princes Sixte et Xavier de Bourbon-Parme, qui furent ses émissaires. L'empereur fut malheureusement trahi par un de ses ministres et certaines personnalités publiques, comme Clémenceau en France, qui firent tout pour faire échouer ces négociations. C'est à partir de ce moment-là que tout partit à volo. Des groupes séparatistes déclarèrent que leur nation devait être libre et non pas faire partie de la double monarchie. Charles publia un manifeste en 1918 déclarant que l'Autriche-Hongrie deviendrait un empire fédéral après la guerre. C'était un plan qu'il avait déjà préparé avant la guerre, mais maintenant c'était trop tard. Le 3 novembre 1918, l'Autriche-Hongrie signa un armistice avec les Alliés et 8 jours plus tard, l'Allemagne capitula. La guerre était finie. Le 11 novembre, donc quelques jours après, 1918, un groupe de membres du gouvernement arriva à Schönbrunn, à Vienne, pour demander l'abdication de l'empereur. Il refusa, disant qu'il ne pouvait renoncer à la couronne qui lui avait été confiée par Dieu et transmise par ses ancêtres. Mais il renonça à l'exercice temporaire du pouvoir pour empêcher les Alliés de se venger encore plus sur ces peuples. 2 jours plus tard, il fit la même déclaration pour la Hongrie. Dans les 2 cas, il n'abdiqua pas. Il restait donc empereur, ainsi que roi, couronné et oint. Alors, outre sa tâche de chef d'armée dont je viens de parler, Charles a déployé durant 2 ans une activité impressionnante. L'activité la plus importante de l'empereur Charles durant son court règne a été de prendre des mesures pour améliorer la situation sociale. C'est une activité où il s'est particulièrement fait guider par l'encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII. Il créa ainsi les ministères des Affaires sociales et de la santé, ce qui était une première mondiale, ça n'existait pas avant. Il voulut développer, je l'ai déjà dit, sa monarchie en un État fédéral où chaque nation pourrait se développer selon ses propres particularités. Mais la guerre l'a empêché de le mettre en pratique. Il constitua un plan de réforme agraire pour la Bohême et la Hongrie. Il prit des mesures en faveur de la classe ouvrière qui amenèrent des améliorations considérables, comme par exemple l'introduction du contrôle des prix pour faciliter la vie des citoyens pauvres. Les hauts fonctionnaires de l'Empire devaient désormais travailler bénévolement. À ces réformes sociales appartiennent également la création d'une assurance sociale, le prolongement du congé de maternité de 4 à 6 semaines pour les mères. Il interdit également les augmentations de loyers et créa une autorité compétente de contrôle. Il interdit également le travail de nuit, en particulier dans les boulangeries.
Il organisait des cuisines de guerre. Il combattit désespérément contre la corruption. Par la création d'une aide à la répartition des denrées alimentaires, il réussit jusqu'à la fin de la monarchie à aider 5 millions de pauvres, pour lesquels il dépensa environ 650 millions de couronnes de l'époque. Il évita toute préférence injustifiée, en particulier le népotisme, et demanda ainsi à son frère Max, qui préférait rester à Vienne, d'aller sur le front faire son devoir comme chaque autre officier. Il punissait sans indulgence tous ceux qui, par la mise à profit de l'État, de leur position dans l'État, en tiraient avantage. Par exemple, le général Auffenberg, ministre de l'Empire, fut levé de ses fonctions parce qu'il avait touché de la part des usines Škoda une commission pour la livraison de nouveaux obusiers. Il élabora également de nouvelles lois en faveur de la protection de la jeunesse et créa ainsi des lois contre ce que j'appellerais la littérature de bas étage. Il fit ainsi démanteler un cartel de presse conduit par un franc-maçon, le docteur Sieghart. Il proposa à l'épiscopat, malheureusement en vain, la création d'églises de fortune dans les quartiers surpeuplés de Vienne ou d'ouvriers de Vienne, ainsi que l'organisation de missions dans l'ensemble de la monarchie. Dans sa lutte infatigable pour la paix et l'équité, il ordonna le 2 juillet 1917 une amnistie générale pour réparer les multiples injustices occasionnées par les tribunaux militaires. Il était conscient que beaucoup de ces mesures affaiblissaient sa position personnelle, mais seule la justice et l'équité lui étaient importantes. Il lui suffisait de savoir qu'il avait fait son devoir envers Dieu et son prochain, et c'était le plus beau privilège de la monarchie et de la couronne. Au début de 1919, sous la pression du gouvernement autrichien et à cause de son énorme popularité, Charles et sa famille furent forcés de partir pour la Suisse. Entre 1919 et 1921, il restera en contact permanent avec les envoyés de ces États et avec certains chefs d'État alliés. L'empereur ne disposait d'aucune ressource. Fait rare dans les histoires dynastiques, les Habsbourg, après avoir disposé d'une fortune considérable, avaient tout perdu. Avec les leurs, les souverains ont entamé une éducation rigoureuse où tout s'enracine dans la foi. Les princes, enseigne-t-il, se doivent aux autres. Ils ne sont pas nés pour eux-mêmes, mais pour servir. Avant d'avoir des droits, l'homme a des devoirs. Malgré toutes ces activités, Zita est aussi une mère. Elle aura 8 enfants. De 1912, année de la naissance de l'archiduc Otto, suivi par Adélaïde, Robert, Félix, Charles-Louis, mon père, en mars 1918, puis en exil, Rodolphe, Charlotte et enfin Élisabeth, née 2 mois après la mort de l'empereur en 1922. 2 fois, en 1921, Charles retourna en Hongrie pour essayer de regagner son trône. Pourquoi ? D'abord, il était roi apostolique et avait prêté serment. La population était très favorable, car c'était un roi très aimé et le territoire hongrois avait été amputé et charcuté par les mauvais traités de Saint-Germain-en-Laye et de Versailles. En plus, il avait le soutien du pape Benoît XV et, plus tard, le soutien de la France, qui était pourtant durant la guerre de l'autre côté, car Aristide Briand était devenu le président du Conseil et il craignait une renaissance de la puissance prusse à l'Est. La première fois, assuré de la loyauté de l'amiral Horthy, qui était régent, Charles lui parla pendant 2h30, seul à seul. Mais le régent Horthy le trahit pour garder le pouvoir. La seconde fois, ayant atterri dans la propriété d'un sujet loyal en Hongrie, les garnisons se rallièrent à lui et une armée fut levée. Ils avancèrent vers Budapest. Leurs trains et leurs troupes rencontrèrent les troupes de l'amiral Horthy. Mais en fait,
C'étaient des étudiants et des cadets auxquels Horthy avait menti, leur disant que c'étaient des Tchèques qui envahissaient la Hongrie. Vous voyez ici, mon grand-père faisait arrêter le train pour avoir la messe pendant l'avance des troupes. D'accord. Ça va? Ça va maintenant? D'accord. Et donc, les troupes du roi étaient en surnombre, mais le roi Léard, le roi interdit à Léard, le commandant de ses troupes, d'ouvrir le feu pour éviter de faire couler le sang de ses sujets. L'amiral Horthy demanda une nouvelle trêve, prétextant d'éviter une guerre civile en Hongrie, et donna sa parole au roi qu'il retirerait ses troupes et négociait le retour de Charles sur le trône. La trêve fut acceptée. Mais Horthy prit avantage de ce temps gagné, captura les troupes loyalistes qui n'avaient pas le droit de tirer, ainsi que leur équipement, et finalement le roi et la reine, qu'il livra ensuite aux Alliés. Les Britanniques prirent l'empereur. Rattrapé. Très bien. C'est bon? À la page 15, oui. Pardon. I was going a little bit too quickly, I'm sorry. Oui, oui, vous me dites. It's not easy for them. They're not professional.
Les Britanniques prirent l'empereur et l'impératrice sur l'un de leurs bateaux sur le Danube et les amenèrent au port de Sulina en Roumanie. Là, ils furent transférés sur un autre bateau à vapeur, le Cardiff, qui les emmena en mer vers une destination inconnue. Le voyage vers l'exil fut très pénible pour le couple impérial. Ils étaient séparés de leurs enfants, ne sachant pas quelle serait leur situation future. On leur supprima le réconfort de la messe et des sacrements, qui étaient pour eux une joie quotidienne. On leur confisqua tous leurs moyens financiers pour survivre. Après 3 semaines de captivité sur le bateau, ils furent finalement informés que leur destination était Madère. À Madère, quand finalement les enfants furent réunis à leurs parents, en février 1922, Charles et Zita durent quitter, faute de fonds, le petit hôtel de Funchal pour une petite maison non chauffée, prêtée par un banquier de Lille, connu sous le nom de Monte. Elle se trouvait sur les hauteurs au-dessus de Funchal. Les exilés royaux n'avaient presque pas d'argent pour les besoins de l'impératrice, qui attendait son 8e enfant pour le mois de mai. Toutefois, certains nobles hongrois leur avaient fait parvenir une petite somme d'argent, ce qui leur permettait de survivre et de s'installer à la Quinta do Monte, le royaume de la pluie et de la brume. Une lettre retrouvée d'une domestique explique mieux que tout ce que fut leur vie là-haut. Et cette lettre est dans le procès de béatification. Je vais vous la lire parce qu'elle explique très bien les choses. « Nous nous sommes transportés, écrit-elle à une cousine, de Funchal sur la montagne, où il n'y a presque pas de meubles. Il a fallu emprunter presque tout à l'hôtel Victoria. Notre linge, la vaisselle, la verrerie n'étant pas encore arrivée, nous avons été obligés de nous faire prêter cela aussi par l'hôtel. En dehors de cela, toujours du brouillard, de la pluie, de l'humidité. Sur ces montagnes, on a froid. Ici, nous n'avons pas de lumière électrique. Rien qu'un WC, de l'eau seulement au premier étage et dans le bas à la cuisine. Pour se chauffer, on n'a que du bois vert qui fume constamment. La maison est très humide et partout cela sent le moisi et chacun peut voir sa propre respiration. Les uniques moyens de transport sont les autos ou les bœufs qu'on ne peut pas se payer. En dehors de cela, il y a encore un funiculaire, mais qui ne marche pas tous les jours. On ne peut pas descendre à pied parce qu'on mettrait un jour entier pour remonter. Elle écrit encore, le pauvre empereur ne peut pas avoir de viande. Le soir, seulement des légumes et un entremets. C'est ce qui nous fait le plus de peine. Pour nous, cela ne nous fait rien, cela ne me manque pas. Mais eux n'ont même pas assez à manger. Le pire de tout, c'est que Sa Majesté doit accoucher au mois de mai et qu'on ne veut prendre ni garde ni médecin. Il y a ici qu'une bonne enfant, mais elle n'a pas d'expérience. Alors, il n'y aura même pas une vraie sage-femme et j'en suis désespérée. Elle rajoute, j'écris à l'insu de Sa Majesté, mais je ne peux pas supporter qu'on laisse ici pour longtemps, dans une maison tout à fait insuffisante, ces 2 innocentes créatures. On doit protester.
Leurs majestés ne bougeront pas. Elles se laisseraient plutôt enfermer sans dire un mot dans un trou ou une cave, au pain et à l'eau, si on l'exigeait ainsi. Dans notre chapelle, les champignons poussent sur les murs et l'on ne pourra pas tenir dans les chambres si on y entretenait sans cesse du feu dans les cheminées. Nous nous y mettons naturellement tous ensemble pour aider le plus possible, mais parfois, on a envie de désespérer. Seulement, quand on voit avec quelle patience Leur Majesté endure tout cela, nous nous remettons au travail. Elle finit ainsi cette lettre. Tôt, le 9 mars 1922, durant une matinée fraîche, mon grand-père descendit à pied les 6 kilomètres qui le séparaient de Funchal pour acheter un petit cadeau symbolique pour son fils Charles-Louis, mon père, dont c'était le 4e anniversaire le lendemain. Le temps était chaud et ensoleillé à Funchal, mais quand il remonta le soir dans un brouillard dense et humide, le vent froid transperça ses habits mouillés et il commença rapidement à tousser. Mais il n'appela pas de docteur, puisqu'il n'avait pas les moyens d'en payer un ni de le faire venir de Funchal. Mais les jours suivants, sa condition s'empira. Il commença à avoir une forte fièvre et toussait continuellement. Zita, effrayée, appela quand même un docteur de Funchal qui l'examina avec un confrère. Ils confirmèrent les craintes de l'impératrice. Charles était gravement malade avec une pneumonie et comme il était déjà très affaibli, il n'était pas capable de lutter contre cette maladie. De plus, il n'avait pas les moyens de se faire soigner dans un hôpital. Et en 1922, il n'y avait pas d'antibiotiques. Tout ce que les 2 docteurs pouvaient faire était de lui donner des injections de camphre et de caféine pour soulager son cœur, d'appliquer des cataplasmes de moutarde, de lui donner de l'oxygène pour respirer, et finalement, ce qu'on faisait à l'époque, le saigner. Charles ne se plaint jamais malgré les souffrances et ses peines. Zita resta à ses côtés durant toute sa maladie, le réconforta, le soigna et pria avec lui. Charles passait la plupart de son temps en prière, pour sa vie, mais aussi pour ses sujets, qu'il aimait comme un père aime ses enfants, et pour ceux qu'il avait trahis et envoyés en exil. Le soir, avant de mourir, Charles murmura « Je dois souffrir ainsi, afin que mes peuples se réunissent un jour à nouveau. » Ces dernières heures furent aussi assombries par le fait de mourir si loin de sa patrie. Le dernier matin de sa vie, il murmura à Zita « Je désire tant rentrer avec toi. Pourquoi est-ce qu'il ne nous laisse pas rentrer à la maison ?» Les minutes passent. Charles demande au prêtre de recevoir la Sainte Communion et il reçut l'extrême-onction. Il essaya d'embrasser le crucifix qu'il tenait dans ses mains, mais il était trop faible pour le faire. Charles dit encore à son épouse « Ich liebe dich unendlich » « Je t'aime infiniment ». Puis il a rajouté « Nous nous retrouverons dans le cœur de Jésus ». À peu près 10 minutes avant de mourir, regardant le Saint-Sacrement, il dit encore « Que ta sainte volonté soit faite. Jésus, Jésus, viens. Oui, mon Jésus. Jésus. » Ensuite, il murmura une dernière fois doucement Jésus et il mourut. Il était à peu près midi, le samedi 1er avril 1922. Il n'avait que 34 ans. L'impératrice, ce jour-là, portait une robe rose. Ce fut la dernière fois qu'on la vit habillée de couleur. Charles a été jugé par l'Église.
55 ans d'études ont amené à la conclusion qu'il avait pratiqué les vertus jusqu'à l'héroïcité, ce qui a amené sa béatification par le pape Jean-Paul II le 3 octobre 2004. Durant la cérémonie, le pape dit « Le devoir essentiel du chrétien est le suivant. En toute chose, rechercher la volonté de Dieu, la reconnaître et ensuite agir. » Cet objectif quotidien était celui de l'homme d'État et chrétien, Charles de la Maison d'Autriche. Il était aussi un ami de la paix. De sa perspective, la guerre était une chose épouvantable. Au milieu des tourmentes de la Première Guerre mondiale, arrivé au pouvoir, il essaya de développer les initiatives de paix prises par mon prédécesseur, Benoît XV. Depuis le début, continue le pape, l'empereur Charles a compris que son devoir de souverain était un service saint à ses peuples. Son but principal était de suivre sa vocation de chrétien à la sainteté, également dans sa mission politique. Par conséquent, il était très important pour lui que l'amour du prochain soit traduit dans les lois sociales. Et le grand pape finit par cette exhortation, qu'il soit pour nous tous un exemple, surtout pour ceux qui, aujourd'hui en Europe, ont une responsabilité politique. Après les obsèques, le 5 avril, l'impératrice, toujours sans moyens, n'a plus rien à faire à Madère. Le 19 mai, un mois et demi après la mort de Charles, Zita et ses enfants quittent l'île, direction l'Espagne. Le 31 mai 1922, elle y mettra au monde son 8e enfant, la petite Élisabeth. Le roi Alphonse XIII lui avait offert l'asile. Avec le roi d'Angleterre, il a dû batailler pour faire admettre cette décision par la conférence des ambassadeurs. À Paris, le 2 avril, donc le lendemain de la mort de mon grand-père, Jacques Bainville, un historien, notait dans son journal « Un Habsbourg meurt de pauvreté et Guillaume II vit dans une retraite dorée. » L'impératrice, infante d'Espagne, habitera d'abord au Pardo, à 20 km au nord de Madrid. Ma grand-mère vient d'atteindre ses 30 ans. Veuve, Zita n'aura jamais l'idée de se remarier. Elle aura vécu un seul amour qui aura rempli sa vie. Symbole de cette fidélité, elle portera le deuil le restant de ses jours, soit durant 67 ans. Elle sera habillée de pied à la tête en noir. Ce sentiment est inséparable de sa foi profonde. Zita se sent surnaturellement unie à son mari. Tous les jours, elle l'invoque dans ses prières, et plus intensément quand se présentent les difficultés. C'est ce qu'on appelle la communion des saints. Elle installe ensuite sa famille à Lequeitio, sur la côte basque, où la villa Uribarren était à louer pour 6 mois. Le loyer, Zita n'avait pas d'argent plus qu'à Madère. Mais d'Autriche, de Hongrie et d'autres pays comme la Croatie, les sujets se cotisèrent et avec humilité ce secours fut accepté. La villa Uribarren devint une école privée pour les 8 enfants impériaux dont elle supervise le travail. Alors, de Lequeitio, donc de la côte basque, elle écrit aussi à une religieuse, la sœur Marie-Hilaire Tonnelier, une mystique française.
Et dans sa lettre du 12 janvier 1923, elle écrit « Ma chère petite sœur, ici, nous n'avons pas encore de logement pour l'hiver. Et au surplice, le propriétaire nous a enjoint de quitter cette maison jusqu'au 31 janvier 1923. Le bon Dieu qui donne la branche aux oiseaux trouvera bien un toit pour nous abriter. Le bon Dieu fait si bien toutes choses, et nous en avons eu tant de preuves. Plus que jamais, on s'abandonne entièrement à la providence. C'est si agréable, on fait son possible, mais sans agitation aucune. Cela ne réussit pas, bien, alors c'est que le bon Dieu a une autre solution en vue. On continue. Si cela réussit, alors c'était ça. Sinon, on continue encore. Les pauvres gens qui ne connaissent pas l'amour de Dieu pour ses créatures et qui se rendent la vie si amère par leurs soucis que je les plains. C'est extraordinaire de voir par une lettre exprimée le degré héroïque de foi et de soumission à la volonté de Dieu qui sont ici exprimés par une personne qui n'a pas de maison pour loger sa famille et ses 8 enfants, qui est veuve depuis moins d'1 an, qui n'a pas d'argent, qui a été trahie et qui est bannie. Il fallait cependant, après quelques années, songer aux études universitaires. L'université catholique de Louvain semblait idéale et l'impératrice déménagea une fois de plus avec toute sa famille vers la Belgique, dont la reine Élisabeth était sa cousine germaine. Ce séjour belge durera un peu plus de 10 ans. D'abord à Bruxelles pour quelques mois chez le comte Hippolyte d'Urs, puis au château de Ham à Stennekerzeel où elle emménagea fin janvier 1930. Ces années correspondent avec la montée de Hitler en Allemagne et avec l'Anschluss de l'Autriche à l'Allemagne. Elle se tenait au courant de tout, politique, économie, et avait un très bon jugement. Les contacts avec le courageux chancelier autrichien Engelbert Dollfuss, puis, après son assassinat par les nazis avec son successeur Kurt von Schuschnigg, furent nombreux, car tous deux considéraient que seul le retour des Habsbourg pouvait unifier le pays et empêcher l'Anschluss à l'Allemagne. La famille restait très populaire en Autriche. Ainsi, dès 1934, la propagande nazie s'était déchaînée contre Zitta. Et après l'Anschluss, un décret fut signé par Himmler au nom de son bien-aimé Führer, où il condamnait à mort par contumace l'impératrice et tous ses enfants. Le 9 mai 1940, à Stennekerzeel, de nouveau jour de son anniversaire, la famille était réunie. Elle fêtait ses 48 ans. Mais cette date se trouve aussi être celle où, après 8 mois de drôle de guerre, l'état-major de la Wehrmacht lança ses panzers dans leur course folle qui, à travers la Belgique et la France, les conduisirent 5 semaines plus tard sur les plages de l'Atlantique. Dans la soirée, au château de Ham, le téléphone sonne sans discontinuer. Le roi des Belges et la grande-duchesse de Luxembourg avertissent. Les Allemands attaquent et vous êtes un des objectifs principaux.
Avant l'aube du 10 mai, un avion survole le secteur, poursuivi par les canons de la DCA. Puis résonne un grondement sourd, des dizaines de Messerschmitt. Pas de temps à perdre. Les occupants de la maison s'installent dans 3 voitures avec quelques valises, en route vers Bruxelles, puis Dunkerque en France, puis vers le sud. Ensuite, via le Portugal, arrivé à New York et à Boston, il faut cependant que les plus jeunes finissent l'université. Laval, au Québec, est choisi. Mon père, en 1941, et l'archiduc Rodolphe, mon oncle, y finiront leurs études, puis s'engagent dans l'armée américaine. À Québec, la vie continue. Dans sa nouvelle demeure, Zita a transformé une pièce en chapelle, où un prêtre canadien vient tous les matins célébrer la messe. Le train de vie est spartiate. Le président Roosevelt avait un respect et une estime pour ma grand-mère et son fils aîné. Par de nombreux contacts directs avec le président, comme le prouve la correspondance impressionnante conservée, ils réussirent à obtenir, à eux seuls, des États-Unis, le tour de force à ce que l'Autriche redevienne une nation indépendante, séparée de l'Allemagne après la guerre. Lors des années de guerre, Zita a franchi le cap de la cinquantaine. Tous ses enfants sont adultes. N'ayant plus à se soucier de leur éducation, elle peut accorder son temps aux autres, aux Autrichiens, aux Hongrois, aux Croates, aux Slovaques, aux Tchèques. Vous voyez ici, certains d'entre vous ont vu le film The Sound of Music ou La Mélodie du Bonheur, qui est une vraie histoire. Et vous voyez ici, entre autres, une lettre du baron von Trapp, qui avait fui aux États-Unis, qui est venu visiter ma grand-mère et a chanté avec ses enfants pour elle. À Québec, elle entretient une correspondance considérable. Les réfugiés qui sollicitent un soutien sont certains de trouver auprès d'elle une interlocutrice vigilante. Avant même la fin des opérations militaires sur le vieux continent, Zita a entrepris d'attirer l'attention sur le sort des populations civiles. D'expérience, elle connaît les difficultés d'après-guerre. Il faudra donc, raisonnait-elle, venir à l'aide en Autriche. À l'invitation d'organisations caritatives catholiques, elle entame une série de conférences au Canada, une 50aine en tout. Elle y évoque l'Europe centrale, ses villes bombardées, les maisons éventrées, sans lumière, sans chauffage, sans électricité, le manque de vêtements, de nourriture et de soins. Et pour ces pays lointains, la Dame en noir fait naître l'émotion et réveille la générosité. À Québec, les dons en nature affluent. Médicaments, habits, chaussures. Zita remercie chacun par une lettre personnelle. Avec sa mère, la duchesse de Parme, sa sœur, la princesse Isabelle, et sa dernière fille Élisabeth, l'impératrice classe, nettoie, empaquette. Pour mettre en caisse, les scouts et les guides catholiques se sont mis à disposition. Le produit de la première série de conférences est offert au diocèse de Salzbourg, en zone d'occupation américaine. Devant ce succès, en 1946 et 1947, elle organise une seconde tournée aux États-Unis. Elle prépare elle-même ses déplacements,
Le plus souvent, elle dort dans des institutions religieuses et voyage en train avec un billet de seconde classe. À New York, Denver, Saint-Joseph, Saint-Louis, Boston, Philadelphie, Pittsburgh, Kansas City, jusqu'en Floride, l'impératrice intercède pour l'Autriche et les autres pays. Grâce à l'association CARE, Cooperative for American Remittance to Europe, elle assure l'envoi de milliers de colis à Vienne, à Graz, au Tyrol. Pour les églises détruites, elle collecte aussi objets et ornements liturgiques. En 1948, la situation de l'Autriche s'étant améliorée, cette action prend fin. À Québec, les religieuses annoncent à Zita leur intention de récupérer la Villa Saint-Joseph. Une nouvelle fois, il faut déménager. Où? Respectivement, entrepreneurs, financiers et assistantes sociales, Charles-Louis, Rodolphe et Charlotte travaillent tous les trois à New York. Zita a donc intérêt à se rapprocher de cette ville. À Noël 1948, elle déménage donc à Tuxedo, à une 60aine de kilomètres de New York. Son dernier acte politique fut en 1949 d'obtenir du Sénat américain, via une quarantaine d'épouses de sénateurs qu'elle avait invités, d'inclure l'Autriche dans le plan Marshall. Grâce à elle, ainsi, l'Autriche a pu bénéficier des subsides outre-Atlantique. De 1949 à 1952, elle fit plusieurs voyages en Europe car ses enfants commencèrent à se marier. Tout d'abord, en 1949, l'archiduchesse Élisabeth, puis Charles-Louis, mon père, puis l'archiduc Otto à Nancy, et ainsi de suite, à l'exception de l'archiduchesse Adélaïde, qui resta célibataire. Elle a eu 33 petits-enfants. Alors ici, sur la photo, vous voyez le conférencier de ce soir trônant fièrement dans les bras de sa grand-mère, il y a longtemps. Le centre de gravité de la famille s'étant redéplacé vers l'Europe, et sa mère, la duchesse de Parme, étant devenue très âgée, Zita revint elle-même en Europe et s'installa en 1953 au Luxembourg, au château de Bergue, pour y soigner sa mère, jusqu'en 1959, où la duchesse Maria Antonia décéda à l'âge de 97 ans. Elle habita ensuite alternativement chez l'un ou l'autre de ses enfants et s'installa ensuite avec la comtesse Kersenbruck à un endroit central en Europe, à Davos en Suisse, puis toujours dans les Grisons, au St. Johannes Stift à Zitzes. Alors, sur la photo ici, vous voyez moi plus jeune, ma grand-mère, et notre fils aîné, Karl Christian, qui est né le même jour, aussi le 9 mai, avec 85 ans d'écart. Elle vécut à Zitzes 27 ans jusqu'à sa mort en 1989. Elle y habita un petit appartement de 3 pièces et une véranda au 2e étage du couvent. Le logis reste modeste,
car elle ne dispose que de peu d'objets personnels. Elle aura encore la douleur de perdre une de ses filles et un de ses petits-enfants, ainsi que son fidèle soutien en 1973, la comtesse Kersenbrook. Celle-ci sera remplacée, et ce jusqu'à la mort de ma grand-mère, par la baronne Plattbach. Alors, en 1977, comme je l'ai dit, le jour de son 85e anniversaire, naîtra son premier arrière-petit-enfant, Karl Christian. Chaque année, autour de la date du 9 mai, généralement à la Pentecôte, toute la famille se réunissait autour d'elle, le plus souvent à Tsitsos, dont en 1972, avec le cardinal Mindszenty, qui était venu spécialement pour cela. Parfois, les réunions étaient à Bruxelles ou à Pöcking en Bavière. Elle a eu des tristesses qu'elle a cachées, comme l'acte de renonciation de l'archiduc Otto pour lui et ses enfants, mais aussi de grandes joies, comme l'autorisation de retourner en Autriche sans condition à l'âge de 90 ans. Le chancelier Bruno Kreisky trouva une solution juridique pour ce retour, et d'ailleurs, comme c'était très populaire, gagna les élections dans la foulée. Elle put enfin se recueillir sur la tombe de sa fille Adélaïde, à Tulfes au Tyrol, retourner à Mariazell et, le 13 novembre 1982, assister à une messe célébrée au Stephansdom à Vienne. Télévision, radio et plus de 20 000 personnes se pressèrent dans la cathédrale et sur l'esplanade. Elle fut ovationnée. Elle y retourna en plusieurs fois, mais bientôt ses forces diminuèrent. Son esprit reste vif et elle devient presque aveugle et se déplace en chaise roulante. Durant sa vie, elle aura été reçue en audience par tous les papes, depuis Léon XIII, donc on peut s'imaginer c'était au XIXe siècle, jusqu'à Jean-Paul II, avec l'exception de Jean-Paul Ier, qui prit cependant le temps pendant son court règne de lui envoyer un message concernant le procès de béatification de son mari. L'ouverture de ce procès au Vatican en 1949 lui causa une énorme joie, et l'avancement de ce procès pour elle sera pour elle une intention de prière quotidienne. Le centre spirituel de sa vie était à Solesmes. Elle avait 3 sœurs religieuses à l'abbaye bénédictine de Sainte-Cécile et était elle-même oblate de Saint-Benoît. Les archives de Solesmes montrent qu'elle y fit sa première visite comme enfant en 1899 et son dernier contact fut un appel téléphonique avec la révérende mère supérieure début 1989, soit une période de 90 ans de contact. Quand elle était en Europe, elle passait volontiers 1 à 3 mois, vivant avec et comme les religieuses à Solesmes. Le 10 mars 1989, elle commença son agonie, reçoit les derniers sacrements et décède le 14 mars 1989, entourée de certains de ses enfants et belles-filles.
Elle fut enterrée à Vienne le 1er avril, date anniversaire de la mort de son mari, comme reine et impératrice et reine apostolique. Plus de 250 000 personnes assistèrent aux cérémonies, sans compter les radios et les télévisions du monde entier. Selon son souhait, après avoir été embaumée, son cœur rejoignit celui de son mari au caveau familial de Moury en Suisse, et elle-même fut inhumée à la crypte des Capucins à Vienne. Une foi inébranlable, une espérance sans faille, un caractère bien trempé, un sens extraordinaire du devoir et une absence totale d'amertume, un amour de la vérité, lui ont donné une force pour faire face, durant toute sa vie, à des épreuves continuelles et pour porter un fardeau qui aurait terrassé n'importe qui d'autre. Le 10 décembre 2009, le 2 décembre 2009 fut ouvert officiellement au Mans, dans le diocèse de Solesmes, le procès de béatification de celle que l'historien français Jean Sévillat appela si justement Zita, impératrice courage. Merci beaucoup. Voilà, if you want to ask questions, wenn Sie Fragen stellen wollen, si vous voulez demander des questions, je réponds très très volontiers et il y aura la traduction. Je vous raconte alors une petite histoire. Lorsque ma grand-mère a été voir Pie X en 1911 au Vatican, je vous ai raconté qu'elle était voir le pape une fois, mais à l'époque, la famille se déplaçait très nombreux. Donc, elle avait un certain nombre de neveux de la famille de Bourbon-Parme avec elle. Et à un moment donné, le pape Pie X se tourne vers ma grand-mère et lui dit, en pointant un petit garçon, est-ce qu'il a fait sa première communion? Et elle dit au pape, très Saint-Père, je ne suis pas sûr qu'il comprenne tout et qu'il puisse déjà communier. Et en fait, j'aurais dû commencer un peu plus tôt. J'étais un jour à Tsitsos avec mon fils aîné que vous avez vu sur la photo. Et ma grand-mère m'a vu rentrer dans la pièce et elle m'a appelé. Et elle m'a dit, Hat dein Sohn, est-ce que ton fils a fait sa première communion? Oui. Oui. Et moi je lui ai dit, grosse maman, je ne suis pas sûr qu'il comprenne tout. Alors elle m'a dit, assieds-toi et je vais te raconter une histoire. Alors elle a commencé à raconter cette histoire-là et elle a dit la même chose que moi je lui ai dit au pape. Je ne suis pas sûr qu'il comprenne tout. Alors le pape Pie X, qui était le pape de la communion précoce, a posé quelques questions au neveu pour bien savoir s'il comprenait la différence entre le pain et le corps du Christ et entre le vin et le sang du Christ.
Et le petit garçon a très bien répondu. Alors le pape s'est tourné vers ma grand-mère et a dit « Revenez demain matin à ma messe privée, je lui donnerai moi-même la première communion. Pourquoi voulez-vous qu'il connaisse le péché avant de connaître la grâce ?» Alors, elle ne m'a rien dit de plus. Mais 6 mois après, notre fils, qui avait eu son anniversaire de 5 ans le même jour que les 90 ans de ma grand-mère, a fait sa première communion chez elle, à Tsitsos, à la grande joie de son arrière-grand-mère. Et il a été confirmé 5 ans plus tard, pour son 10e anniversaire, toujours à Tsitsos, pour le 95e anniversaire de ma grand-mère. Ouais. Donc elle ne m'a pas dit « fais ça », elle m'a juste raconté une histoire, et en espérant et en priant que je comprenne. Voilà. Pas de questions, si, quand même. Non? Oui? Non? Ah, bravo. Dakle, ja bih samo htjela pitat, hoće li gospodin napisati knjigu o tome svjedočanstvu života, jer ovo je vrijedno da i više ljudi čuje. C'est très gentil, merci beaucoup. J'ai la chance d'être assez occupé et je n'ai pas encore pris le temps. On a toujours le temps, mais je ne l'ai pas encore pris pour le faire. Et j'ai pas mal de documents, j'ai pas mal de petites histoires encore que je pourrais vous raconter. Et si Dieu me prête vie, j'espère pouvoir le faire une fois. Merci. Les dernières années de Oui. Quelle langue vous avez parlé en famille? Quelle langue? Quelle langue? On parlait... Oui. Continuez lundi, mardi, mercredi, comme Oui. c'était l'usage aujourd'hui, ou vous êtes tourné vers une seule langue? Non, on a parlé le habsbourgeois. C'est que dans la même phrase, on parlait 3 langues. Non, pour moi personnellement, je parlais l'allemand avec mon père, l'anglais avec ma mère. J'ai appris le français vers l'âge de 7 ans, puis le néerlandais, et puis je parle un peu d'espagnol. En fait, l'espagnol, c'est une autre histoire que je dois vous raconter. Je peux raconter? Oui. C'est ma mère qui me l'a raconté. Nous étions à Washington, donc comme j'étais enfant, j'ai vécu à Washington. Et ma grand-mère venait nous visiter parce que j'étais l'aîné de ses petits-enfants. Et un jour, on était assis au salon et elle m'a posé la même question que vous me posiez. Elle me dit, « Quelle langue est-ce que tu parles ?» Et moi, je lui ai répondu, j'avais 5 ans, je lui ai dit, je parle l'allemand, Großmama, ich spreche Deutsch mit Papa und Englisch mit Mama. Ouais. Et elle m'avait entendu parler avec la cuisinière qui s'appelait Carmen. Ouais. Et elle m'a demandé, mais avec Carmen, qu'est-ce que tu parles? Et moi, je lui ai répondu, avec Carmen, je parle. C'était l'espagnol, mais je ne le savais pas. Et un enfant tout petit, s'il a la chance d'être éduqué dans différentes cultures de langue, peut très vite assimiler d'autres langues. Donc en fait, entre nous, cousins maintenant, avec mes cousins, je parle soit l'allemand, soit le français, parfois un mot d'espagnol, dépendant des circonstances,
ou de ce que l'on veut exprimer. Parfois, ça va mieux dans une langue. Par exemple, en allemand, Gemütlichkeit, ça se traduit quasiment pas dans une autre langue. Donc, on va dire, nous nous sommes trouvés dans une ambiance sehr gemütlich. Oui. Mene zanima, možemo li reći, Bordan Puškarić, svećenik Zagrebačke nadbiskupije, mene zanima, možemo li reći da je upravo ovaj snažan katolički identitet i vjera i svjedočanstvo vjere blaženoga cara i kralja Karla i službenice Božje Zite, zapravo možda i bio neki razlog zašto ne želim ući u politiku, ali zašto su svjetski nekako moćnici, odnosno svjetski vladari odlučili da će doći do kraja Austro-Ugarskog carstva i kraljevstva. Evo, to me zanima, jer meni se čini da, videći ovaj snažan katolički identitet ove carske kuće, da možda nije jednostavno bilo u tim projektima novog poretka 20. stoljeća mjesta takvom jednom vladajućem paru. Ovo je jedno moje nagađanje, samo jedno pitanje, pa vas pitam za vaše mišljenje o tome. D'accord. Écoutez, mon avis, c'est aussi un tout petit peu ce qui est, à mon avis, prouvé historiquement, dans le sens que un certain nombre de dirigeants clairement francs-maçons, comme Sonnino en Italie, comme Clemenceau en France, et comme certains autres, ont voulu détruire le dernier empire catholique. Et il y avait une volonté politique pour ça. Wilson aux États-Unis, j'ai oublié aussi. Et donc, après avoir détruit la France dans la Révolution française en 1792, l'Espagne partiellement, il ne restait plus que l'Autriche et l'Autriche-Hongrie, la Croatie, tout l'Empire. Alors, ça va très très loin, cette volonté de détruire et surtout d'éliminer l'unité de cet empire qui se faisait par la personne de mon grand-père principalement. Et c'est ce qui a amené l'exil et sa mort en fait. Alors, je vous raconte une histoire qui prouve ce que je dis, qui est vraiment importante. Et c'est quelque chose qui concerne directement votre histoire ici. Vous vous souvenez quand le chancelier Kohl est intervenu pour défendre la Croatie? Le ministre des Affaires étrangères français, un franc-maçon notoire, a dit à une personne qu'il a répété à une de mes tantes, donc en lien direct, on ne peut pas permettre ça parce que si la Yougoslavie éclate, nous avons perdu la Première Guerre mondiale. Ça va très loin. Donc il y a clairement eu une volonté de faire éclater cet empire, qui était le bastion du catholicisme. Avec évidemment l'ouverture aux autres religions. Elles ont toujours été respectées dans notre empire. Merci. Pa rekli ste da ste imali obiteljska okupljanja za Zitin rođendan, pa sad kad nje nema, da li još uvijek imate obiteljska okupljanja? J'entends pas bien, non? Oui, parfait, merci. Oui.
Alors, moins comme famille, comme ça, dans le sens où quand vous avez votre main, tous les doigts tiennent facilement ensemble quand on est peu nombreux. Mais elle a eu 33 petits-enfants et je crois plus de 100 et quelques arrière-petits-enfants. Donc c'est très très difficile à organiser. Alors il y a certaines fêtes, comme par exemple la béatification de mon grand-père, où on était 120 membres de la famille en ligne directe au Vatican. Il y a des mariages ou des enterrements. Mais je dirais, comme organisation autour d'elle, non. Mon oncle Otto n'a plus organisé, et puis maintenant la génération suivante plus. Et nous vivons un peu, si je puis dire, dans la diaspora. Et nous avons des membres de ma famille au Mexique, aux États-Unis, au Canada. C'est très très difficile de réunir tout le monde. Par contre, je sais que tout le monde prie beaucoup pour cette cause de béatification de ma grand-mère, et tout le monde reçoit les informations et les nouvelles et les choses. Et alors maintenant, moi, je vais faire une chose, enfin, je vais organiser une chose. C'est une bande dessinée. Comment est-ce qu'on dit ça, une bande dessinée? Avec des images, sur la vie de ma grand-mère, avec des Belges. Et je dois les voir le mois prochain, et ça permettra de raconter à beaucoup de jeunes sa vie par image. Parce qu'aujourd'hui, pas vous qui étudiez tout ça, mais beaucoup de jeunes ne lisent plus, ils se laissent projeter les images. Donc je pense qu'il faut passer à d'autres façons de raconter ces histoires-là. Et je crois que c'est important parce que je vois dans les familles souvent, ce sont les grands-mères qui achètent ces livres et qui les lisent aux petits-enfants. Et ça fait passer le message. Oui. Oui. Mais c'est dommage, c'était des très très belles réunions. Mais voilà. Vaša visosti, spomenuli ste u jednom trenutku mogućnost da se monarhija transformira u saveznu državu. 1906. Franji Ferdinandu, prije nego što je vaš djed postao imperator, dakle car, kao monarhije, stanoviti geopolitičar rumunjskog porijekla Popović je izradio jedan prijedlog koji je zapravo htio transformirati monarhiju u konfederaciju. Vi ste kazali da je postojala jasna svijest o tome kod cara Karla. Je li vam ikada itko pričao nešto više o tim planovima da Austro-Ugarska monarhija postane savezna država? Oui. Alors, il y a eu des documents dont certains ont disparu parce qu'en 1916, les documents qu'avait préparés mon grand-père avec l'archiduc François Ferdinand pour, déjà avant la guerre, ont disparu. Mais certaines choses sont restées. Et au fond, ce que mon grand-père voulait faire, c'était de se faire couronner dans les différents pays. Donc, en Croatie, mais vraiment comme en Hongrie, hein, donc réellement. En Bohème, en Slovaquie, en Slovénie, en Bosnie, etc. Et ainsi de donner, il y aurait toujours eu le lien direct sur sa personne, mais il y aurait eu, disons, une liberté un peu plus grande des États, même si au niveau de la monarchie du Danube, le poids n'était pas tellement lourd comparativement à d'autres monarchies. Mais c'était clairement l'idée de mon grand-père, et ça aurait probablement évité pas mal de choses s'il avait pu le faire. Mais en pleine guerre, ce n'était pas possible. Et après la guerre, c'était trop tard. Oui. 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 Spomenuli ste u svojem izlaganju povjesničara, autora Gordona Brooka Shepherda, i on u jednoj od svojih knjiga spominje gotovo usputno da su Hrvati bili jedni od najodanijih naroda monarhije, pogotovo
odani caru Karlu, što mi je kad sam pročitao bio jedan jako zanimljiv podatak s obzirom da naša historiografija, hrvatska historiografija spominje Habsburgsku monarhiju i dinastiju Habsburg u jednom negativnom kontekstu. Pa me evo zanima je li vam možda carica Zita govorila nešto o Hrvatima u monarhiji? Oui, alors, non, elle aimait beaucoup les Croates, ça je peux vous le dire, ça je le sais. Gordon Brooke Shepherd est un historien anglais et il voit toujours un peu le côté de la Grande-Bretagne, si je peux dire, impérialiste, parce qu'elle l'était. Hein. Et tout ce alors, j'ai un jour demandé à ma grand-mère si elle pouvait me dédicacer le livre de Gordon Brooke Shepherd. Et elle m'a dit non, je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas sûre que tout ce qui est dedans est vrai. Ça vous donne une petite idée de ce qu'elle pensait sur certains passages. Même s'il est venu à Tzitzis l'interviewer assez longuement, mais il avait quand même son plan sur certaines choses. Il avait des très bonnes choses, mais d'autres choses... Romano Bolković, ja sam novinar, pa ću evo da sebi dopustiti još jedno pitanje. Moj gost je bio prije nekih mjesec i pol, njegovo visočanstvo Georg von Habsburg. On je u Budimpešti, upoznao sam, evo u Kufštenu sam bio i po 3-4 puta sa njegovim visočanstvom Karlom von Habsburgom i mogu evo, ispred reda Svetoga Jurija kazati da postoji stanovita ideja da se Srednja Evropa formulira, to jest artikulira ne samo kao kulturni entitet, nego i kao politički entitet, recimo nalik na Benelux. Dakle, donosimo do sadašnjice. Prije sam spomenuo onu ideju konfederacije. Što vi mislite o mogućnosti da se zemlje kao monarhije, stoga što naprosto to područje Mittel Europe tvore zemlje malih naroda, na neki način restaurira, možda ne u smislu restauracije imperije, ali možda u smislu rehabilitacije o principi, kao stanovito područje ozemlje poput Beneluxa, koje bi prema Briselu i recimo u suvremenoj Europi imalo Beč kao mjesto transmisije političke volje tih malih naroda, što bi na neki način reafirmiralo bivšu monarhiju. Personnellement, je pense que c'est une bonne idée. Je doute qu'elle puisse être réalisée parce que les grandes nations vont bloquer ce style de choses. Si vous regardez maintenant ce qui se passe en Europe, au fond, tout ce que dit l'Allemagne ou la France fait foi. Et même quand la Pologne essaye de résister sur certains points, c'est très difficile. Alors, une des solutions serait évidemment que ça se passe. Mais il faudrait que dans chacun de ces pays, il y ait une volonté politique de faire au fond une alliance du Danube. Et je rajouterais à ce que vous dites, pas seulement politique, culturelle, mais je dirais spirituelle, parce que ça, c'est vraiment important. Et là, il y aurait un contrepoids par rapport à ces grands États, je dirais sclérosés dans beaucoup de cas. Quand on voit ces lamentables élections en France, les débats étaient d'un niveau tellement triste, et donc on a besoin de sang neuf. Et je pense que les petits États, entre guillemets petits, ont un rôle très important à jouer, mais seuls, ils ne peuvent rien faire. Et ils devraient, au fond, comme le Benelux, tout au début de l'Union européenne, faire un accord sur 1 ou 2 points d'abord, parce que c'est toujours très difficile. Se réunir contre quelque chose, ça va, mais pour quelque chose, c'est toujours difficile. Hein? Donc, mais on peut toujours trouver 1 ou 2 points où on est bien d'accord. Et si ces plus petits États s'unissent sur certains points, ils font un contrepoids. Et à ce moment-là, on peut rajouter un second sujet, un troisième sujet. Je crois que ce serait une bonne idée. Mais il faudrait que quelqu'un se lève et qui a le pouvoir et qui réussisse à parler
aux différents États en leur disant, écoutez, faisons ça, essayons sur un point. Et puis on fait un second point. Moi, je pense que ce serait la meilleure méthode parce qu'on ne peut pas chambouler aujourd'hui tout le système géopolitique d'un coup. Ah, c'est trop fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Danke für Ja, jetzt haben Sie schon Französisch gesprochen und ich würde gerne jetzt auf Deutsch ein bisschen etwas sagen. Also, Herr Pocher, danke, dass Sie heute gekommen sind. Ich habe verstanden, also Ihre Großmutter sie war am heutigen Tag geboren. Ja. Also das ist auch der Europatag. Genau. Ja, das ist auch sehr interessant. Also es wird heute so gefeiert. Danke, dass Sie gekommen sind, dass Sie mit uns hier gewesen sind. Danke für Ihren Vortrag. Und ich muss ehrlich sagen, das war das für uns wirklich ein Zeugnis, würde ich so sagen, über das Leben, die Familie, die Werte, wie man Kirche, Nation, auch Menschen gibt. Also ich wünsche Ihnen alles Gute in Ihrem Leben und kommen Sie nochmals wieder mal nach Zagreb und an der Katholischen Universität. Nochmals vielen Dank. Ja. Sad pozivam malo, je već sad kasno, ali jedna čaša vina će nas okrijepiti u liječnici na prvom radu. Vidjeti što se radi. Danke. Voilà. Merci madame, vous êtes gentille. Écoutez, c'était plus compliqué. Normalement, je parle un peu plus vite et je peux rajouter des choses et dire, mais je voyais que c'était tellement difficile. Oh, thank you very much. You did it brilliantly. Thank you very much. Ja. Momentchen. Pardon. Félicitations, c'était vraiment émouvant et magnifique. Non, c'était vraiment une histoire vraiment impressionnante. C'est tous mes respects. Et est-ce que vous avez publié quelque part ce texte? Alors, écoutez, parce qu'on vous a demandé si vous allez publier un ouvrage. Bon, un ouvrage, il faut se patienter. Mais par exemple, ce texte, plus ou moins, est-ce qu'il existe? Vous pouvez me donner une référence? Non, je ne l'ai pas fait. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je n'ai pas le temps de réécrire constamment des conférences. Et je donne souvent un peu la même. Oui, mais avec quelques variations. Et si je le publiais, oui, alors ça serait pas compliqué. Mais c'est pas correct de répéter si c'est publié. Voilà. Donc c'est ça. Mais... Alors, cette année-ci, j'ai été faire une conférence en Suisse, en France à Nantes, ici à Zagreb, en Belgique le mois prochain, et puis encore à Montréal en octobre. Et donc, je peux pas vous... Ja, ganz gerne, mit Freude. Thank you very much. Thank you for being here. So many words. Thank you, you're so kind. Thank you. Just take this. I really want to tell you, you made me cry about the last words of your grandfather and the love they had and the spiritual, I don't know, it really touched me and you really have to write a book. Thank really. you. Okay. And thank you for doing this. With pleasure, my pleasure. It was a great testimony. Okay, thank you very much. Gdje možemo, samo da se mi uslikamo. Suzi, možemo mi sad jednu vodstvo sveučilišta Romana, možemo mi sad jednu dragu, možemo mi zajedno, samo da imamo jedno vodstvo fakulteta. Ajde, ne, kako ti ne, ali dobro neka nas stoji, ali da se ne vidi vama na glavi. Možete nam se i drugi sad. Romano, ajde, Suzi.
Odite ovdje, odite da se vidi carica. Ok. Ovdje malo bliže tu, ne da prekrijete sliku. Odite ovdje malo da da se ne vidi ovo. Znate šta, kad slušate, ništa im samo gledajte sad na par. Meine Papiere noch nehmen. Ah, je vais mettre dans mon sac tous ces papiers. Oui. Intervenir, mais je n'ai pas vu qui s'était mis, c'était le monsieur de ce fameux. Ah oui, oui, justement, mais heureusement, il n'a pas posé.